va appeler pour l'opération donc à Miramas, donc pour cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, Jérôme Marcillac, qui est le chef de projet de la mission rénovation urbaine à la ville de Miramas, ainsi que Maxence Moreto, qui est le directeur de l'agence ADUX Réflexe de Marseille, qui fait des études urbaines et des études sociales et qui en fait a été l'AMO pour la définition de ce futur programme d'aménagement de renouvellement urbain. Bonjour. Donc je suis Jérôme Marcillac, responsable du service politique de la ville rénovation urbaine à Miramas, et on va vous présenter l'expérience d'un urbanisme favorable à la santé à Miramas sur un quartier en rénovation urbaine. Et donc Maxence Moreto, sociologue urbaniste à l'ADUX, comme ça a été dit en introduction, donc assistant à maîtrise d'ouvrage de la ville de Miramas et de la métropole Aix-Marseille-Provence sur l'élaboration de ce projet. Rapidement, Miramas est une ville de 26 000 habitants qui se situe au nord-ouest de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Donc nous nous sommes engagés dans un projet de renouvellement urbain et avons été retenus par l'ANRU en 2014 dans les 200 quartiers d'intérêt nationaux. Et à partir de là, nous avons commencé à entamer une démarche de co-construction du projet avec les habitants qui s'est déroulée pendant 24 mois, enfin 2 ans et demi, un peu plus, 30 mois. D'où on est parti en fait d'une page blanche, on n'avait pas de projet, et on a construit un projet avec les habitants, donc en mode projet, diagnostic, prospective, programmation urbaine, projet. Ce projet est aujourd'hui validé, il représente 176 millions d'euros en coût global, il y a 34 millions d'euros de subventions, quelques chiffres, 220 logements démolis, 250 nouveaux logements reconstruits, des équipements construits, une école démolie, une autre construite, c'est une grosse opération de renouvellement urbain. En parallèle, nous sommes inscrits dans la démarche écoquartier. Nous sommes en étape 2 du ministère de l'écologie et nous sommes engagés dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Du coup, effectivement, rapidement présenter qu'est-ce que c'est les démarches d'urbanisme favorable à la santé. Le principe, c'est vraiment que toutes les problématiques de santé au sens large, on évoque l'obésité, l'asthme, les inégalités de santé, troubles de santé mentale, etc., constituent vraiment des enjeux importants, notamment pour le fonctionnement urbain, le fonctionnement des villes. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les bailleurs sociaux sont très largement confrontés aux difficultés liées à l'expression des troubles mentaux, mais que tous ces éléments de santé publique sont assez largement conditionnés par la qualité de l'environnement urbain. D'où cette idée que des choix de planification et d'aménagement vont influencer la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations. Donc vous avez ici un petit schéma qui représente de manière assez synthétique tous les facteurs qui vont agir sur la santé des citoyens, que ça renvoie à des éléments climatiques, à un écosystème global, à la biodiversité, mais tout ça étant décliné à toutes les échelles pour aller, on va le voir, avec un référentiel qui a été élaboré par l'École des hautes études en santé publique de Rennes, autour de 15 grands déterminants de santé, regroupés chacun en 3 grandes familles et 19 objectifs. Donc pour ceux effectivement qui connaissent le référentiel écoquartier, on voit qu'on est un petit peu sur le même type d'approche, et finalement on est vraiment sur cette logique d'approche très globale. On a toute une première famille qui va concerner très largement les modes de vie, les structures sociales, économiques, et donc comment est-ce que l'urbanisme va pouvoir favoriser un comportement de vie sain, des logiques de cohésion sociale, d'équité, de démocratie, de citoyenneté, etc. Une seconde famille qui est vraiment axée sur le cadre de vie, la construction et les aménagements, donc avec bien sûr tous les sujets d'habitat, d'aménagement urbain, de sûreté, de tranquillité publique, qui sont également des déterminants extrêmement forts en termes de santé. Et puis un troisième qui est ici beaucoup plus orienté sur l'axe santé-environnement, sur tout ce qui va renvoyer à l'environnement naturel, adaptation au changement climatique, qualité de l'air intérieur, extérieur, qualité des eaux, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que notre temps est compté. Alors la démarche d'urbanisme favorable à la santé vise à intégrer la santé dans le processus de conception du projet de rénovation urbaine. Donc ça, on l'a imaginé lorsqu'on s'est engagé dans le processus de renouvellement urbain dès 2016 en fait, lorsqu'on a recruté
et on a commencé à réfléchir à comment on allait construire ce projet. On s'est lancé dans la démarche et on a répondu à un appel à projet qui était lancé par l'ARS, qui était Action Innovante. Donc du coup, à partir de là, lorsqu'on a été retenu, on a monté un petit groupe projet qui était constitué d'universitaires, de l'EHESP, de nous, équipe projet, de Maxence, Adeus, et du CRESPACA, qui nous a aidés dans la démarche. Donc à partir de là, on a commencé à lancer un travail qui s'est déroulé pendant 2 ans pour arriver à la formalisation, à des cahiers de prescription. Je ne sais pas si c'est l'une des diapos qui suit. Donc voilà, en fait, une implication de l'équipe UFS. Donc on a créé vraiment une équipe dédiée à l'urbanisme favorable à la santé. On a créé des ateliers participatifs. On en a parlé en espace de co-construction avec les habitants. Donc à partir d'un diagnostic qui a été partagé, on a construit avec le HESP des fiches projets et on a retenu des déterminants sur la base du tableau qu'a présenté Maxence la diapo précédente. Et ces déterminants vont nous permettre de regarder, de travailler sur le projet tout au fil de sa réalisation. En fait, vous les avez dessous, donc il y a qualité de l'environnement intérieur. Donc on a aussi rajouté nos qualités de l'environnement extérieur aussi, puisqu'on fait des mesures de l'air extérieur. Activité physique et alimentation, accès aux soins, aux services sociaux, sanitaires et de prévention, et cohésion sociale. Donc c'est les 4 déterminants du projet qu'on a retenus dans le cadre de notre démarche d'urbanisme favorable à la santé. Donc très concrètement, ça veut dire que chacune des opérations réalisées dans le cadre du projet, qu'il s'agisse d'opérations d'urbanisme, construction de logements, réhabilitation, aménagement d'espaces extérieurs, création d'un équipement, vont être analysées en regard de ces 4 déterminants, et ensuite donc comment est-ce qu'on va à travers cette opération contribuer à la qualité de l'environnement intérieur ou à la cohésion sociale. Sachant qu'effectivement, ce qui est extrêmement intéressant dans le référentiel qui est proposé par le HESP, c'est que derrière, il y a tout un travail, j'allais dire, scientifique, qui prend appui sur des données probantes travaillées par des médecins épidémiologistes, qui permettent quasiment de quantifier. Si on prend des exemples extrêmement simples, mettons, on sait aujourd'hui, y compris dans les représentations populaires, que les espaces verts et la nature en ville vont avoir un effet sur le bien-être et notamment sur les troubles mentaux. Aujourd'hui, on a des études épidémiologiques qui permettent de quantifier, en fonction de l'augmentation du nombre de mètres carrés d'espace vert, la diminution que ça va avoir sur l'arrivée de troubles dépressifs, de troubles bipolaires, etc. Donc tout ça, quelque part, est très scientifique. C'est ce qui est extrêmement intéressant dans cette démarche, c'est que, quelque part, c'est presque quantifié. Et l'idée, là, ça sera de voir est-ce que nous, on arrive à partir de mesures avant le projet puis après le projet, et de voir si on retrouve ces données élaborées par les médecins. Du coup, ça impliquait vraiment sur chacun de ces 4 déterminants de rechercher du coup les facteurs d'influence sur lesquels le projet était en capacité à agir à partir de l'analyse de ces fameuses données probantes, et puis après d'engager en équipe projet, donc avec les équipes de l'EHESP et du CRESPACA, vraiment d'analyser toutes les opérations et de voir comment on allait pouvoir améliorer en regard des impacts attendus sur la santé. Et donc aussi bien au stade orientation du plan guide que définition opérationnelle du projet. Derrière, ça implique tout un travail de sensibilisation, bien sûr, des pilotes du projet, mais également des différents maîtres d'ouvrage. On est sur un projet de renouvellement urbain. Du coup, on a des bailleurs sociaux, la métropole qui gère les aménagements d'espaces extérieurs, la ville qui gère les équipements, des privés parce qu'on a des promoteurs qui vont venir construire. Donc le sujet, c'était après comment on fait en sorte que chacun puisse respecter et s'approprier cette démarche. Donc il y a un travail de sensibilisation qui est réalisé. Il y a la rédaction d'une charte dont vous avez là une illustration qui est annexée à la convention ANRU, et c'est-à-dire que tous les signataires de la convention ANRU, donc sont financés dans le cadre du projet, s'engagent également sur le respect de cette charte. Et puis il y a l'élaboration de préconisations regroupés dans des cahiers de prescription spécifiques sur l'urbanisme favorable à la santé, donc qui ont été réalisés par l'équipe de l'EHESP.
Donc vous avez ici un exemple par exemple de la fiche espace public qui du coup représente un peu, alors bon, ça pixelise un peu les fondamentaux et les attendus de la démarche, mais qui après va dans une seconde partie vraiment identifier chacun des éléments sur ici, donc on est sur l'espace public, donc sur les différents axes d'amélioration, quels sont les différents leviers, on va dire, pour agir, que ce soit l'activité physique, l'alimentation, la convivialité grâce au type d'aménagement, qui vont permettre d'agir à ce niveau-là. Et derrière, du coup, les fameuses fiches de prescription qui sont ici complètement illisibles, on les voit mieux sur l'écran ici, mais du coup qui à chaque fois précisent les objectifs, les liens avec la santé. Donc ici on voit qu'on a sur l'exemple espace vert, en quoi les espaces verts, la présence d'espaces verts va avoir des impacts sur la santé. C'était, je l'évoquais tout à l'heure, le sujet de la santé mentale, mais ça va aussi avoir un impact induit sur les effets d'îlots de chaleur urbains qui eux-mêmes vont avoir un impact sur la santé, etc. Donc c'est tout des choses en chaîne, et du coup les actions qui sont préconisées en termes de conception d'espace, de choix des espèces, les points de vigilance qui sont identifiés. Un point peut-être moi sur lequel je souhaitais insister qui me paraît important, c'est que l'approche qui est proposée par l'École des hautes études en santé publique repose comme fondamentaux de la démarche la question de la lutte contre les inégalités de santé, et du coup à chaque fois le référentiel est conçu en partant, j'allais dire, des plus vulnérables, et en se disant qu'il faut faire plus pour ceux qui sont le plus en difficulté, et que ça ne pourra que bénéficier à tous. Mais un des enjeux majeurs de la démarche d'urbanisme favorable à la santé, c'est d'abord un sujet de lutte contre les inégalités de santé. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit au départ, mais on intervient sur un quartier prioritaire de la politique de la ville. On est sur un quartier d'environ 2000 habitants en prioritaire de la politique de la ville. Donc on est sur un quartier à dominante habitat social avec de grosses difficultés. Donc les enjeux importants en phase de maîtrise d'œuvre, donc c'est s'assurer du respect des prescriptions par l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Donc ça, en fait, sur la base des fiches et de la charte qui sont annexées à la convention, on aura un droit de regard sur tout ce qui va se dérouler sur cette opération, parce que en fait, on n'est pas maîtrise d'ouvrage de tout, on n'est pas maître d'œuvre de tout, donc il va y avoir différentes maîtrises d'ouvrage, différentes maîtrises d'œuvre. Il faut continuer à alimenter le processus dans un souci d'amélioration continue. Ça, c'est notre assistant à maîtrise d'ouvrage qui va être recruté, puisque là, on est en phase de consultation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous accompagner tout au long de ces 8 à 10 années de réalisation du projet, donc d'être le garde-fou un peu de cet urbanisme favorable à la santé. Être en capacité d'évaluer, objectiver les effets réels sur la santé des habitants du quartier, c'est là aussi où on va rencontrer des difficultés, c'est arriver à mesurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'évaluer déjà au stade actuel où est-ce qu'on en est, en faisant quelques mesures, celles qu'on peut. Et les perspectives, c'est une mission de conseil suivie d'animation, donc c'est ça, en fait, on est en train de recruter un bureau d'études qui va nous assister tout au long de l'opération. Et on est en phase de consultation. Merci. On a tenu 10 minutes. Très bien, merci. Merci pour cette concision. Bon, on voit bien que c'est un projet processus, en fait. On voit bien que vous développez. Est-ce que pour autant, on peut considérer que c'est une opération pilote, je veux dire, à l'échelle nationale? Est-ce que Miramas est considéré comme quelque chose, justement, on teste, justement, en vraie grandeur, l'urbanisme favorable à la santé? Parce que, justement, beaucoup de gens pensent que l'urbanisme, justement, c'est ce qui tue un peu la santé. Bien qu'il y ait eu dans l'histoire de l'architecture des gens qui ont travaillé sur l'hygiénisme et autres et qui ont essayé de justement lutter. Mais aujourd'hui, on est plus toujours en réaction, notamment sur la question climatique, les îlots de chaleur. Alors évidemment, à Miramas, il fait encore plus chaud qu'à Paris, mais quand même, ou à Lyon, mais quand même. Donc, est-ce que là, il y a pilote, j'ai bien entendu, et c'est très intéressant que vous disiez qu'il y avait des indicateurs, que vous alliez voir justement si en fait la mayonnaise allait prendre. Mais comment ça se passe en termes de processus, de pilotage, pas de pilotage. Alors la chance
qu'on peut avoir sur Miramas. Donc, on a déjà une expérience d'une opération de renouvellement urbain. Moi, ce qui m'a un peu interpellé sur cette première opération, c'est qu'on n'a pas véritablement mesuré les impacts de ce qu'on réalisait. C'est ce qui m'a embêté sur cette première opération. On est en train de la livrer là. Sur cette deuxième opération, on a souhaité aller plus loin dans la mesure et dans l'évaluation. J'ai la chance d'avoir la double casquette politique de la ville et rénovation urbaine. Donc j'ai des gens dans mon équipe qui sont sensibilisés à ces questions de santé. On avait une animatrice coordination atelier santé-ville qui doit coordonner l'atelier santé-ville. Donc elle était sensibilisée, j'ai été sensibilisé à ce sujet. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour arriver à mesurer l'impact de ce qu'on réalise sur la santé des habitants. Et c'est à partir de là qu'on en a discuté un petit peu avec l'ARS, qu'on a répondu à ce cahier des charges et qu'on s'est dit, allons-y, essayons de mettre noir sur blanc comment on va procéder, arrêtons d'en parler, essayons de rendre les choses un peu plus concrètes. Et puis de là, on a monté ce petit groupe projet qui a travaillé pendant 2 ans, qui a réalisé ses fiches projet, ses préconisations, cette charte qu'on a annexée à l'ANRU. Je pense que c'est la seule sur toutes les opérations ANRU. Je ne pense pas qu'il y ait une charte urbanisme favorable à la santé qui a été annexée dans les conventions. Je pense Donc elle est bien pilote de ce point de vue-là. Elle est pilote auprès de l'ANRU, oui. Voilà. Et elle fait boule de neige, puisqu'aujourd'hui, l'ANRU s'est saisi de ce sujet. On commence à participer à des réunions auprès de l'ANRU, donc oui. Et on l'a fait, je pense qu'on est aussi les seuls à l'avoir intégré dans notre plan de financement, puisqu'on a une ligne dédiée à ça, qui est de 80 000 € qui va nous permettre de financer notre assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous suivre tout au long des 8 à 10 ans de réalisation du projet. Moi, peut-être en complément, sur votre question, je note 2 points. Il y a la question du processus, qui pour moi est effectivement dans l'acte du projet urbain est quelque chose qui est fondamental et qui est trop souvent un impensé. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le processus est quelque part une composante du projet, au même titre que la finalité. Souvent, on aborde un projet urbain en prenant un urbaniste qui fait un beau geste esthétique, mais quid derrière? Là, c'est vrai que moi, je trouve que ce qui s'est passé, et la temporalité du projet l'illustre aussi. On a pris plus de 4 ans pour construire ce projet, dans une démarche très collaborative, très collective, allant des habitants jusqu'aux élus, tous ensemble, etc. Parce que ce processus, il conduit aussi à des changements de posture, des logiques un petit peu de co-formation, de co-sensibilisation permanente des uns et des autres sur les différents enjeux, et notamment sur ce sujet de la santé, où à un moment donné, oui, on a certains autour de la table pour qui, mais j'ai presque nous les premiers, c'est vraiment dans le travail avec l'École des études en santé publique qu'on a été éclairé sur ces enjeux de santé publique, dans lesquels on est rentré à pleine main. Et après, sur la deuxième partie de votre question, sur est-ce que c'est un sujet pilote, moi, ce qui était intéressant justement dans les échanges avec le HESP, c'est qu'eux avaient très bien conceptualisé leur démarche, qu'il commence à y avoir des approches sur certains territoires, et pour eux, c'était aussi ici une occasion un peu de prototyper leur approche, et y compris derrière, là, depuis, ils ont décliné une approche sur l'aménagement avec ce qu'ils appellent le guide Isadora, et qui vise du coup à décliner de manière encore plus opérationnelle cette approche, alors plutôt sur de l'aménagement d'espace public, mais qui, voilà, finalement, en discutant avec eux, le travail qu'on a fait ensemble a aussi nourri cette approche sur l'élaboration du guide Isadora, où on continue à creuser, à rentrer dans le concret et l'opérationnel. Est-ce que l'école d'architecture de Marseille, par exemple, et l'école de médecine à Marseille se sont rapprochés sur ce type? Est-ce que c'est l'occasion de justement que la pédagogie aussi prenne le processus en marche pour des opérations futures? Ou ça n'a pas eu lieu du tout? Ça n'a pas eu lieu avec nous en tout cas, mais pourquoi pas, hein, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas au courant de toutes les opérations sur la métropole marseillaise, mais en tout cas, ils ne se sont pas rapprochés de nous. Par contre, l'ARS, elle, continue à communiquer sur ce qu'on fait, et donc du coup, on a quand même une écoute qui est quand même très intéressante. Puis il y a d'autres opérations de renouvellement urbain sur la métropole ex-Marseille qui ont pris l'exemple de Miramas. On a Salon de Provence, je crois qu'à Marseille, il y a une opération qui est en train de regarder ce qui a été fait chez nous. On est quand même sollicité pas mal sur ce qui a été fait, et ça intéresse quand même, ça intéresse.
Et pour prolonger la question de Francis, dans cette démarche qui est passionnante, parce que vous avez mis autour de la table justement des gens qui ne sont pas habituellement, qui ne se rencontrent pas autour de ces questions-là, qui travaillent plus de manière isolée, est-ce que par exemple vous avez l'occasion de mettre des maîtres d'ouvrage ou des aménageurs, vous avez pu les sensibiliser à ce niveau-là? Oui, en fait, on sensibilise tous les opérateurs qui sont concernés par notre projet. Aujourd'hui, on a deux gros bailleurs sociaux sur l'opération. On a deux gros maîtres d'ouvrage qui sont la ville de Miramas, la métropole Aix-Marseille. On va avoir des opérateurs privés. Les fiches de préconisation sont toutes à leur intention. Dès lors qu'elles sont annexées à la convention, ils en ont connaissance, ils ont connaissance de la charte, et les fiches de préconisation vont être elles sont un passage obligé en fait, puisqu'on est équipe projet, on a un droit de regard sur toutes les opérations qui vont être réalisées, et on a cet assistant à maîtrise d'ouvrage qui va venir nous aider. Donc l'idée c'est que sur chaque opération, les maîtres d'ouvrage, on les sensibilise, que cet assistant à maîtrise d'ouvrage nous aide à les sensibiliser et à les former aussi à ces questions. Et déjà, on a réalisé des fiches de prescription qui vont être, à mon avis, améliorées, qui vont être amendées au fil de l'opération, puisqu'elles sont aujourd'hui assez théoriques. Il va falloir les rendre opérationnels. Donc là, aujourd'hui, oui, on est vraiment dans le dur du projet, en fait. Non, il y avait ce qui était dans le support, mais c'est vrai que le format fait que c'est pas trop. Ça fait des fiches un peu de cet ordre-là. Je disais avec une introduction qui rappelle le principe, le cadre, les logiques de système et d'impact, c'est le petit schéma qui est à droite. Et après, voilà, sur chacun des objectifs, mais éventuellement, on pourra vous les transmettre, les fiches de. Est-ce que vous avez déjà des projets qui ont été bâtis d'après qui sont en cours, d'après justement Est-ce que vous avez déjà un ou deux projets qui sont à l'étude, qui est en train d'être conçus d'après ce référentiel-là? Ou c'est pour l'avenir? Tout est en cours en fait. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage sont en phase d'étude, sont en train de recruter leurs maîtres d'œuvre. On a le gros bailleur qui est très habitat du département et qui est le gros bailleur démolisseur et celui qui réhabite le plus sur notre opération est en cours de recrutement de maître d'œuvre. Donc lui, on l'a sensibilisé. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est notre assistant à maîtrise d'ouvrage. On a lancé la publication la semaine dernière. On va le recruter, je pense, début 2021. Lui va nous aider à formaliser un peu plus tout ça. Mais on en parle beaucoup. Les habitants sont sensibilisés à cette question. Du coup, ça revient quand même beaucoup dans les débats. Je pense qu'on pourra. Enfin, aujourd'hui, il n'y a personne qui passe à côté de ce sujet sur notre opération, en tout cas. Donc en fait, vous êtes en train de réinventer, c'est le mot est très à la mode, mais quand même, l'écoquartier. C'est-à-dire que l'écoquartier était parti sur d'autres bases qui n'excluaient pas la question de la santé, mais qui ne la mettaient pas forcément en première ligne. Là, vous l'affichez d'une manière extrêmement forte, et c'est même, j'allais dire, la colonne vertébrale du projet. C'est en cela qu'il y a réinvention. Est-ce que la crise sanitaire vous a renforcé, parce qu'évidemment vous l'aviez lancé avant, mais est-ce que justement ça a posé d'autres questions que vous n'aviez pas forcément serré et que là, vous allez explorer? Oui. Alors, en fait, pour moi, c'est une déclinaison de la charte écoquartier, cette urbanisme favorable à la santé. Comme on aurait pu décliner d'autres sujets comme la sécurité, comme la réussite éducative, c'est des sujets qui nous intéressent, qui ne sont pas forcément balayés dans ces projets de rénovation et sur lesquels il faut s'attarder. Donc la charte écoquartier est un bon moyen de se poser des questions. Et pour moi, ça vient en plus, c'est une déclinaison de cette charte. Donc oui, on s'est inspiré de ça. Après, la crise sanitaire a montré les limites la non prise en compte de certains sujets dans ces opérations, notamment les espaces extérieurs, les balcons sur les grandes tours. Donc on est vraiment d'actualité là aujourd'hui. Ça repose, ça va nous demander de rediscuter avec les maîtres d'ouvrage et peut-être de revoir les opérations différemment. Et là, du coup, on est bien parti pour. Et en espérant justement que on n'oublie pas trop vite ce qui s'est passé avec le temps que les opérations se montent, etc. Mais c'est vrai que tout de suite en sortie de confinement, moi y compris, j'ai plein d'autres collègues, paysagistes, urbanistes, qui ont dit tiens, tu peux nous faire une petite formation sur la démarche urbanisme favorable à la santé, etc.
Et puis après, on a très bien vu que l'été arrive et on oublie. Là, peut-être, ça va revenir. Et je crois que là où il faudra être très vigilant collectivement, c'est comment, non, on ne lâche pas parce que là, on traverse une crise, mais je pense que dans les 30, 40, 50 ans à venir, on va en traverser d'autres qui seront peut-être encore plus durs. Et c'est aujourd'hui qu'il faut apporter un peu les germes des réponses qui seront à trouver. Et sur la question avec la démarche écoquartier, moi, il y avait un point que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement cette appréhension par la santé, elle donne aussi un sens, je veux dire, pour tous, qui est tout de suite mesurable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand dans une démarche écoquartier, on parle de lutte contre les îlots de chaleur urbains, c'est très bien, mais ça parle relativement peu aux gens. Mais quand à un moment donné, on est en capacité à dire l'augmentation de température va se traduire par une augmentation de 30% de la mortalité chez les plus de 60 ans, et que si on arrive à diminuer de 4 degrés en végétalisant, etc., d'un coup, ça rend les choses très concrètes, et, alors que les cibles sont exactement les mêmes pour l'essentiel. Et très honnêtement, c'est vrai qu'on a le référentiel écoquartier, on l'a pris presque en fin de projet, et en reprenant, voilà, on a élaboré collectivement un projet. Et puis, on pouvait cocher toutes les cases de la démarche écoquartier, mais parce qu'on voit bien, voilà, que les sujets sont exactement les mêmes. Merci. Je propose qu'on écoute les questions de ceux qui nous suivent en webinaire. Donc, Florentin. Alors, Florentin Cornet est le maître d'œuvre en fait de ces forums. C'est lui qui vous a contacté, qui repère vos opérations innovantes, qui nous les propose et qui monte ces forums. Alors Florentin, si tu pouvais... Oui, donc 2 questions sur le public connecté au webinaire. Donc une première question de Aurélien G sur la relation et l'articulation entre ce projet, cette intervention à l'échelle d'un quartier et le reste de la ville. Et une deuxième question par Hélène Pesquine afin de savoir s'il existe déjà des projets concrets et réalisés en UFS. Alors, la déclinaison à l'échelle sur le reste de la ville, elle va se faire petit à petit. Là aujourd'hui, c'est vraiment, on expérimente sur un quartier, et l'idée c'est qu'on développe au reste de la ville. C'est un peu ça la logique. On l'a vécu déjà sur la première opération de renouvellement urbain. On a testé des choses, on a vu que ça marchait bien. Ensuite, on l'a développé sur le reste de la ville. C'est vraiment un échantillon à chaque fois. Et là, c'est l'échantillon qui fera foi si ça marche et si ça fonctionne bien. Ensuite, ouais, les réalisations concrètes, j'ai pas. Là aujourd'hui, on en parle, on l'écrit, on sensibilise les maîtres d'ouvrage, mais j'ai pas je peux vous citer des exemples, mais vous allez peut-être pas voir forcément de la concrétisation là-dedans. Aujourd'hui, on est en train de suivre la démolition d'un bâtiment. J'ai donné les prescriptions de l'UFS au maître d'œuvre pour qu'il intègre un peu dans son cahier des charges, le cahier des charges qui nous a permis de retenir les entreprises, qu'il l'intègre dans le cahier des charges pour que les entreprises en prennent connaissance. Ça s'est pas concrétisé véritablement sur les réponses. Par contre, ça m'a fait évoluer un peu dans le choix, ça nous a fait un peu évoluer dans le choix, c'est-à-dire qu'en fait les matériaux aujourd'hui, on va les recycler sur place, on va les réutiliser sur place. On va expliquer à la population que en fait, en faisant comme ça, on va diminuer le nombre de rotations de camions pour les mises en décharge. Bon, c'est des choses très concrètes, mais il faut sur l'impact en santé de la pollution de l'air, on va dire, des circulations, des nuisances sonores qui sont liées à tous ces déplacements de matériaux. Ça a été vu avec le maître, on en a discuté. Et du coup, on l'a inscrit dans le cahier des charges. Les entreprises ont répondu sur ça en fait. C'est juste là aujourd'hui, c'est juste très très basique, mais alors si aussi, pardon, juste, on a fait aussi des relevés de qualité de l'air extérieur. Là, ça a été fait l'année dernière. Pendant un an, on a fait des mesures de l'air extérieur dans le quartier. L'idée, c'est de voir à aujourd'hui, avant rénovation, quelle est la qualité de l'air du quartier.
Et après rénovation, on a pris commande après le bureau d'études pour, dans 7-8 ans, refaire des mesures pour voir si on a amélioré la qualité de l'air extérieur. Il faut qu'on fasse la fin. Ça a été fait par contre. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au cas suivant. Merci beaucoup. Et bravo, parce que c'est un travail de longue haleine. Vous allez découvrir de tas de choses encore non pensées.